sauf qu'à la place du cuivre, on a l'argent. Mais vous allez voir que la procédure est la même. Donc, on a les potentiels standards et cette représentation des piles. Donc, on voit qu'il y a deux compartiments, un compartiment à droite et un compartiment à gauche. Et dans chaque compartiment, il y a une électrode qui plonge dans une solution qui contient des ions. Par exemple, dans le cas du couple Cu2 plus Cu, donc on a une électrode de cuivre qui plonge dans une solution qui contient des ions Cu2 plus. Et dans l'électrode de zinc, on a une plaque de zinc qui plonge dans une solution Zn2+. Donc, les électrodes, ça ressemble à ce qu'on avait fait auparavant, si vous vous rappelez très bien. Ça ressemble à ce qu'on avait fait auparavant quand on a défini les électrodes. Une électrode métallique qui plonge dans une solution. Bien, d'après les potentiels standards, on voit que E0 de cuivre, 0,34, E0 de Zn, moins 0,76. Rappelez-vous, on avait dit que le couple plus oxydant, et dans l'oxydant le plus fort, c'est le couple Lando, le potentiel standard le plus élevé, le potentiel le plus élevé. Donc on voit ici que le potentiel du couple Ce2 plus Cu est plus élevé que celui de Zn. Donc l'oxydant le plus fort, c'est Cu2 plus, et le réducteur le plus fort, c'est Zn, parce que plus un oxydant est fort, plus son réducteur est faible. Et donc la réaction spontanée qui va se passer, c'est Cu2 plus qui va donner Cu, et Zn qui va donner Zn de plus. Ce qui fait celui-là qui a un potentiel moins élevé jouera le rôle de pôle négatif, ici, d'accord, zinc, et celui qui a le potentiel plus élevé jouera le potentiel, jouera le pôle positif. Au pôle négatif qu'on appelle anode, qu'on appelle anode, il y a oxydation. Donc anode, je l'ai déjà dit, anode commence par une voyelle, et oxydation commence par une voyelle, et donc on aura une oxydation de Zn qui va donner Zn de plus des électrons. Alors, les ions Zn de plus, on va produire des ions Zn de plus. Donc, la lame de zinc va commencer à se dégrader et donner des Zn de plus qui vont passer en solution. Et les électrons vont parcourir les circuits extérieurs, les deux électrons qui sont produits, ils vont parcourir le circuit extérieur et arriver à la cathode pour qu'ils soient captés, C2++, deux électrons dans le Cu, à la partie cathodique. Et donc, l'électrode de zinc est appelé anode car il est le siège d'une oxydation. Au pôle plus, donc, il y a une réduction, c'est ce qu'on appelle la cathode, réduction. C'est les ions Cu2+, qui vont donner Cu en absorbant les deux électrons qui viennent du circuit extérieur. Bien sûr, chaque fois qu'il y a des électrons qui courent, le courant passera dans le sens inverse. D'accord? Et donc, regardez très bien, on va avoir des réactions d'oxydation. Alors, si vous remarquez les deux solutions ici, quand la réaction va se passer, voilà la réaction, on aura un excès d'ions Zn de plus en solution. On va produire des ions Zn de plus. Donc, cette solution va se trouver chargée, plus chargée, on charge plus. Et donc, c'est le rôle de Ponsala. Le Ponsala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ces ions négatifs ici pour essayer de contrecarrer la production de Zn de plus, pour avoir une neutralité électrique. La même chose, du côté cathodique, on va consommer des ions C2+, vous voyez la réaction C2+, on va consommer, et donc on va avoir un défaut d'ions plus ou là, un excès d'ions moins, et ces ions moins vont être absorbés par le Ponsala pour essayer d'équilibrer les charges. Donc grosso modo, les piles Daniel se ressemblent tous, enfin les piles, je dirais, primaires, se ressemblent tous. Il y a toujours une anode, une cathode, et à l'anode, il y a une oxydation, à la cathode, il y a une réduction. Et qu'est-ce qui décide? Ce sont les potentiels. Il met les potentiels standards, où là, si on vous donne les concentrations, on peut calculer le potentiel de Nernst pour essayer de trouver laquelle qui va jouer le rôle de cathode et d'anode. C'est bon, vous avez compris? Est-ce qu'il y a une petite question? Parce que c'est fondamental pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. D'accord. Bien. Alors, Si, s'il oui. vous plaît. Dans un exercice, il faut d'abord calculer le potentiel, Oui, ou parce bien juste comparer les potentiels standards. si on vous donne dans l'exercice les concentrations des espèces, vous calculez le potentiel de Nernst. Si on ne vous donne pas le potentiel de Nernst, vous comparez les potentiels standards. D'accord? Si on vous donne les concentrations, C2 plus half molaire,
Zn de plus, vous calculez le potentiel de Nernst. Si on ne vous donne pas ces concentrations, vous utilisez les potentiels standards, c'est suffisant. D'accord. Bien. Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le rôle le pont salin pour assurer l'électronégationnalité dans les électrodes. Donc, je vous ai dit que lorsque la réaction marche, on a une production des ions Z2+, ou la consommation des ions plus. Et donc, le pont salin, qu'est-ce qu'il va faire? Les cations Na+ migrent vers la cathode ici pour remplacer les ions C2+. À l'âge, je vous l'ai dit, quand la réaction marche, j'aurai plus de charges négatives que de charges positives à droite ici, puisque je consomme les ions C2+. Donc les ions Na+ vont venir ici. Et de la même façon, lorsque je vais produire des ions Zn2+, et c'est les ions moins qui seront en défaut. D'accord? Donc il y aura des ions SO4 de moins qui vont venir pour compenser. Donc c'est juste pour vous montrer le rôle du pont salin. Maintenant, lorsque vous avez une pile, on a ici un voltmètre. Il faut mesurer la force électromotrice. La force électromotrice, c'est la différence de potentiel entre la cathode et l'anode, entre le pôle plus et le pôle moins. Cette force électromotrice, elle est toujours positive. Toujours positive. Sinon, il n'y a pas de pile. Ça ne marchera pas. Et donc, la force ΔE, la force électromotrice ΔE, est la différence entre les potentiels des deux électrodes en circuit ouvert. C'est la force qui déplace les électrons de l'anode. C'est grâce à cette force électromotrice que les électrons courent. Et ces électrons courent de gauche à droite, du pôle moins vers le pôle plus. Il y a un courant qui va courir de pôle plus vers le pôle moins, qu'on pourra récupérer à de courant pour faire fonctionner une machine, une télécommande ou autre chose. Elle s'exprime en volts et se mesure avec un voltmètre. On peut la mesurer avec un voltmètre. Alors, lorsque la pile fonctionne, lorsque vous êtes en train, par exemple, votre portable, vous êtes en train de parler, vous consommez la pile, okay, il y a une réaction chimique. Et donc, dans le cas d'une pile Daniel, comme celle-là, par exemple, la réaction chimique, c'est la réaction globale des deux demi-piles, d'accord? Ça vous donne Zn plus C de plus, ça donnerait Zn de plus C. Il y a une flèche là qui est mal placée, d'accord? Et donc, vous voyez que finalement, qu'est-ce que c'est une pile? C'est une transformation d'une énergie chimique en énergie électrique. C'est parce qu'il y a cette réaction chimique qu'il y a ce courant. C'est une transformation d'énergie chimique en énergie électrique. D'accord? Et le ΔE, la force électromotrice, elle est toujours positive. Donc, je prends toujours le potentiel d'IL le pôle plus, c'est la cathode, moins le potentiel d'IL l'électrode négative. Et comme E plus est toujours supérieur à E moins, donc cette différence est toujours positive. Et donc, je peux écrire que ΔE, c'est E0 du couple, je remplace chaque potentiel par sa valeur, E0 du couple C2 plus CU, plus 0,06 divisé par 2, rappelez-vous, s'il y a 0,03, logarithme C2 plus, moins E0 Zn de plus Zn, moins 0,03 log Zn est égal à ça. Donc, on peut donner ΔE en fonction des concentrations. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, donc c'est le potentiel en fonction des concentrations des C2 plus et Zn de plus. Lorsque la pile marche, lorsque je commence à faire fonctionner la pile, vous voyez que la concentration des ions C2+, va diminuer et celle de Zn2+, va augmenter. Et celle de C2+, va diminuer et celle de Zn2+, va augmenter. Pourquoi? Parce que la réaction globale, c'est ça. Et donc, vous voyez que ce rapport C2+ sur Zn2+, c'est un rapport qui va diminuer au fur et à mesure. Chaque fois que vous faites fonctionner votre pile, vous avez ce rapport qui diminue. Et donc, ΔE, au départ, vous allez avoir une valeur, mais plus la pile fonctionne, plus ΔE tend vers 0, puisque ce rapport va tendre vers 0, mais va surtout diminuer au cours du fonctionnement de la pile. Et ça va continuer jusqu'à ce que ce ΔE devienne égal à 0. Et dans ce cas, la pile, on va dire que la pile est morte, la pile est usée. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'expression de ΔE d'une façon générale avec celui de plus, Zn de plus. ΔE, à l'état initial, j'ai des concentrations. À l'état initial, j'ai des concentrations. Mais lorsque la pile va commencer à marcher, la concentration des ions C de plus va diminuer et C de Zn de plus va augmenter, ce qui fait ce rapport va diminuer au fur et à mesure, avec le temps. Et donc, avec le temps, ce ΔE va chuter jusqu'à arriver à la valeur 0. Et en arrivant à la valeur 0, finalement, la pile est morte. D'accord? La pile est usée. Donc, c'est écrit ici, les concentrations... je dois déplacer ça.
les concentrations, qui apparaissent dans les formes de nerfs, ce ne sont pas donc les concentrations à l'équilibre, ce sont les concentrations initiales, ou les concentrations à la date t, quel que soit quelconque si la pile fonctionne. Alors, ce que je viens d'expliquer, lorsque la pile fonctionne, la concentration C de plus diminue, la concentration Zn de plus augmente, ce qui implique que force temps diminue progressivement avec le temps jusqu'à ce qu'elle devienne nulle. Et dans ce cas, on atteint l'équilibre. Lorsque delta E est égal à 0, on n'a plus une réaction totale, on va avoir un équilibre Zn plus C de plus, Zn de plus, C. Les concentrations des espèces ne vont plus changer. On va arriver à un équilibre. L'équilibre, on a deux choses. Lorsque la pile est morte, on a ΔE qui devient égal à 0 et on va avoir un équilibre dans la constante Kc. Rappelez-vous ce qu'on avait fait pour les équilibres chimiques. Vous avez un équilibre où il y a des ions et des solides. On va définir Kc qui est égal à Zn de plus divisé par C de plus. D'accord? D'accord? Le rapport, c'est une variable, mais il devient égal à Kc lorsque ΔE est égal à 0. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce slide est clair? Oui, monsieur. D'accord. Oui. Alors ça, c'est pour la pile la plus simple, la plus ancienne, la pile d'année, mais je peux généraliser. Vous avez vu en télé, je vous ai donné que deux piles, mais on peut généraliser. Supposez que vous avez une pile qui est constituée de deux demi-piles, de deux couples redox, OX1, RED1 et OX2, RED2. Donc, je vais avoir deux couples, en vous donnant l'énoncé, deux couples, OX1, RED1 et OX2, RED2. Et le fonctionnement de cette pile est basé sur l'association de ces deux piles. Je vais associer les deux demi-piles pour former une pile. Maintenant, la question de base, c'est savoir qui c'est qui va jouer le rôle de cathode, qui c'est qui va jouer le rôle d'anode. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux demi-équilibres pour chaque couple. Donc vous voyez, au départ, je ne sais pas qui c'est qui va jouer le rôle de cathode ni d'anode. Je vais écrire la réaction sous forme d'un équilibre avec toujours dans le sens de réduction. Mais non, mais je ne sais pas encore ce qui va se passer. Alors, pour chaque couple, si je connais le E0, chaque couple, et je connais les concentrations des différentes espèces, je peux calculer le potentiel NERS. On l'a déjà fait. E, par exemple, pour le couple OX1-RED1, c'est E0 plus 0,0, c'est divisé par N. Logarithme, si par exemple OX1-RED1 sont des ions, je prendrai leur concentration. Si ce sont des gaz, je prendrai leur pression partielle. Si ce sont des solides, ou là des solvants, je ne les prends pas dans l'expression de NERS. J'ai déjà expliqué ça la semaine dernière. La même chose, je calcule le potentiel de NERS du deuxième couple, OX2, RED2. Et c'est en calculant les deux potentiels, je vais voir qui c'est qui est plus grand. Si par exemple E1 est plus grand que E2, dans ce cas, je vais conclure que E1, le couple 1 va jouer le rôle de pôle plus, et de cathode, et le couple 2 va jouer le rôle de pôle négatif, c'est-à-dire l'anode. Donc j'ai le point de départ, vous voyez que c'est ce calcul ici. Et vous allez voir par la suite, c'est classique. Donc le couple OX1-RED1 va jouer le rôle de cathode, puisque son potentiel est plus élevé. On aura, si c'est une cathode, on aura une réaction de réduction. Rappelez-vous, cathode commence par une consonne, réduction commence par une consonne. Et donc la réduction, c'est le passage de l'oxydant vers le réducteur. Donc ce n'est plus un équilibre, c'est maintenant une réaction totale à OX plus un électron dans le RED. Le couple OX de RED jouera le rôle d'anode. Donc il y aura une réaction d'oxydation. Donc c'est le RED qui va donner le OX dans ce cas. Et donc, ce qui fait, si je n'ai pas le même nombre d'électrons, je dois équilibrer le nombre d'électrons, mais si j'ai le nombre d'électrons, je vais juste faire la somme. Et donc, la force électromotrice, c'est quoi? C'est toujours le potentiel le plus élevé moins le potentiel le moins élevé. Pourquoi? Parce que ça doit être positif. Et là, lorsque la pile fonctionne, on a la réaction spontanée. Vous voyez que lorsque la pile fonctionne, on a la réaction spontanée entre AOX1 plus DRED2 donnerait COX2 plus PRED1. D'accord? Donc, c'est classique. Maintenant, lorsque la pile s'arrête, lorsque la pile est morte, qu'est-ce que je dis tout à l'heure? On aura delta E qui sera égal à 0 et on va atteindre l'équilibre. Et cet équilibre cassé, d'une façon générale, et l'expression de cassé, c'est 10n sur 0,6 E01 moins E02. Ademir, pour trouver ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que lorsque delta est égal à 0, E1, E1 devient égal à E2, d'accord? Et donc vous développez et vous allez trouver que Kc c'est 10 n sur 0,06 E01 moins E02.
vous aurez une application de ce que je viens de dire, la série de TD. Donc, vous voyez que c'est typique. Les piles, les exercices et les piles se ressemblent à quelques différences près, des retouches près, mais la procédure, la méthodologie de travail est toujours la même. Est-ce que vous avez compris cette méthodologie? Oui, monsieur. Plus de questions? Je peux passer à autre chose? Bien. On va voir un exercice vite fait, puisque vous avez déjà fait ça. C'est l'exercice, je pense, de TD. Hein. Je pense que c'est ça. TD, on a le couple AG, le couple ZN. Donc, je ne vais pas Oui, trop monsieur. Donc, c'est un exercice que vous allez faire en TD. Donc, je vais zapper. On va voir. Oui, on va voir cette partie. L'influence de la précipitation. Vous voyez que lorsque vous avez votre pile, des fois, les ions que vous avez dans les compartiments peuvent participer à des réactions de précipitation. Donc, le sens d'une réaction redox peut être influencé également par la formation d'un précipité. On aura, je pense, aussi un exercice là-dessus. Le potentiel d'électrode peut s'exprimer en fonction des produits subtiles KS de ce considéré. Par exemple, vous avez une lame, une électrode, qui est une lame de M plongée dans une solution qui contient des ions MY+. Donc, vous avez une demi-pile MY+, plus Y électron donnerait M. Le potentiel de Nernst, c'est E0 plus 0,06 divisé par Y, logarithme de MY+. Division M à la puissance Y+. Bien sûr, M est un solide, je ne le prends pas. Maintenant, imaginez que je vais commencer à ajouter une solution qui contient des ions BX-, n'importe quel ion, de manière à faire précipiter le sel MXBY. Yani, MY+, il va participer à la réaction d'oxydoréduction, mais en même temps, on va participer à la formation d'un précipité. D'accord? Dans ce cas, on aura donc, en plus de la réaction de Méridox, on aura l'équilibre X MY plus Y BX- donnerait MXP. C'est une façon générale. Avec un KS, pardon, il y a MY plus X et BX- Y. Ce qui va changer, finalement, l'expression des potentiels Nernst ne va pas changer. Cette expression. Ce qui va changer, c'est la concentration de MY+. La concentration de MY+, va dépendre de KS. Comment? Vous avez le produit MY+ fois BX- est égal à KS. Donc, MY+, ce sera KS divisé par BX- à la puissance 1 sur X pour avoir, parce que j'ai une puissance X. Et donc, ce que je vais faire finalement, on remplace dans l'expression de potentiel de Nernst, E est égal à E0 du couple, toujours, plus 0,0 sur x, logarithme d'IL au lieu de m égale plus, je remplace par le KS, l'expression du KS. Et dans ce cas, j'aurai une expression, vous voyez, qui va dépendre du KS. Et donc, vous voyez que E devient égal, regardez, E0 du couple MY plus Y, moins 0,06 divisé par x, y, px, pks. Vous faites ça chez vous, c'est mathématique moins 0,06 sur x. Maintenant, regardez le logarithme de l'autre ion, bx moins. Le couple voit my plus my. Maintenant, la concentration de bx moins. Et donc, vous voyez que la partie E0, ce sera un autre potentiel E0', avec une concentration non pas le cation que j'ai, mais l'ion que j'ai rajouté pour le précipiter. Et donc, le terme E0 MY plus sur M moins 0,06 XYPKS, on l'appelle potentiel normal apparent. C'est juste une nomination. Mais vous devez comprendre une chose très importante, c'est que le départ, c'est toujours le couple, mais la seule différence, c'est que la concentration de l'ion qui est actif dépendra du KS du précipité. Il faut le remplacer pour donner la vraie valeur du potentiel. Et je pense qu'on a un exercice TD qui va traiter ce cas particulier. Je prends un exemple, soit le couple Hg plus Hg, le potentiel voit 0,8 volts, soit la demi-pile, la demi-pile un électrode qui considère une électrode d'argent qui plonge dans une solution de nitrate d'argent. D'accord? Donc, j'ai la demi-pile, enfin, le couple, c'est Hg plus un électron dans le Hg avec un E0, c'est 0,8 volts.
Alors, en présent, si je rajoute, par exemple, regardez, vous avez l'électrode d'Yali, une électrode lame d'argent qui plonge des ions Zn+, je vais rajouter des ions Cl-. Imaginez que je vais rajouter des ions Cl- dans ce compartiment. Ah, rappelez-vous, ça, c'est comme un compartiment d'une pile. Si je rajoute des ions Cl-, et si la solution devient saturée, dans ce cas, j'ai Hg plus Cl- qui donnerait HgCl solide. C'est une expression des produits de solubilité. Avec un Ks, c'est Hg plus fois Cl-. D'accord? Ce qui va changer, c'est que la concentration des ions Hg+, dépendra de Ks et de la concentration des ions Cl-. Comment? Hein, vous voyez, donc le potentiel E de NER, c'est toujours E0 du couple Hg plus Hg, plus 0,06 logarithme de Hg+, mais cette fois, je vais remplacer le logarithme Hg+, par Ks sur Cl-. Hg+, ce sera Ks sur Cl-. Et donc, si je développe le calcul, vous aurez E est égal à E0 de Hg plus Hg, plus 0,06 logarithme de Ks, moins 0,06 logarithme de Cl-. Et donc, vous voyez que le terme E0 Hg plus moins 0,06 ou la E0 prime égale E0 Hg plus 0,0 logarithme C, on appelle ça potentiel normal apparent du couple. Regardez le couple maintenant, on a changé son nom. Ce n'est plus le couple Hg plus Hg, le couple HgCl-Hg. Donc si on vous dit que le potentiel du couple HgCl-Hg, ça suppose qu'on passerait par une précipitation. Donc vous voyez, ce que je vous demande de retenir, c'est que l'expression, le couple de base, c'est ça, sauf que sa concentration dépendra du Ks, du sel conforme. Et à la fin, on trouverait un potentiel apparent du sel conforme avec le couple Hg que je suis en train d'étudier. Est-ce que vous avez un petit peu pigé ce qui se passe dans une de mes électrodes ou dans une pile lorsqu'il y a une précipitation ou une saturation d'un sel dans un compartiment ou dans un autre? Est-ce qu'il y a une question qui subsiste? Pas de question? Monsieur, Oui. j'ai une petite question. J'ai bien retenu le passage des, des calculs et ça, mais si par exemple ils ont nous donné deux demi-équations, ils me donnent qu'il y a un ajout d'un certain niveau. On va pas. Comment on va savoir dans quel appartement on va réagir. Ou bien il faut donner les données Ce complètes. qu'on vous dira, par exemple, ou si vous avez par exemple une pile, je reviens à une pile, par exemple, ici, je prends cette pile, par exemple. D'accord? On vous dira, voilà, à la pile, blablabla, vous calculez le potentiel, etc. Et on vous dit, comment on va varier cette pile, le potentiel de cette pile, si, par exemple, ici, dans le compartiment anodique, négatif, je rajoute des ions, par exemple, le chlore, par exemple. Je rajoute des ions ici, de telle façon à former un sel de ZnCl2, par exemple. Ce qui va se passer, le potentiel E+, ne va pas changer, lui. Il ne va pas changer. Mais E- a l'expression du potentiel de Nernst, DLH, E0 plus 0,06 divisé par 2 logarithme Zn de plus, elle de plus dépendra du Ks des ZnCl2. C'est elle qui va changer. Donc, je travaillerai sur le compartiment qui va avoir une précipitation ou une saturation. Tu comprends? On vous indiquera le compartiment où il y aura une précipitation ou autre chose. Donc, votre calcul va changer dans ce sens, c'est tout. C'est clair? D'accord, monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre un exemple de vite fait. Tiens, on en parlait. Par exemple, vous avez une pile, l'effet à une des électrodes d'Eola, un compartiment, c'est le couple Zn de plus Zn, par exemple, comme tout à l'heure. Connaissons le potentiel standard Zn de plus, et on vous dit, en présent disons OH-, il y a précipitation de Zn OH deux fois. Je vais ajouter une base dans le compartiment du zinc, et il y a possibilité d'avoir cet équilibre de solubilité. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va faire la même chose,
et on va arriver à ce qu'il y ait, c'est comme si on aura un couple au lieu de Zn de plus, le couple vaut Zn OH deux fois. Zn. Vous comprenez ce qui va changer? Au lieu d'avoir le couple Zn de plus Zn, ce sera le couple Zn OH deux fois Zn. À qui on peut déterminer le potentiel standard. E0 des couple à l'aide du potentiel des Zn de plus. Comment? Vous allez avoir, regardez, le départ, on voit le couple Zn de plus Zn. E0 plus 0,0 c'est divisé par 2, le reste Zn de plus. Ce que je vais faire, je vais remplacer la concentration Zn de plus, d'accord, par, par celle des Zn-OH deux fois. Alors, on regarde ce qui est écrit ici. On peut écrire la demi-réaction de ce couple, Zn-OH deux fois, plus 2H3, plus 2 électrons, donc Zn plus 4H2O. Je ne vois pas pourquoi on a fait ça. Et donc, E est égal à E0 du couple Zn de plus Zn-OH plus 0,0 divisé par 2. Le couple la Zn-OH deux fois Zn. Mais ce qu'on a trouvé ici, par exemple, vous pouvez faire ce comme tout à l'heure, dire que ça c'est le potentiel, remplacer Zn de plus par Ks, Ks, le couple, les Zn de plus OH moins au carré, remplacer Zn de plus par Ks sur OH moins au carré, et vous allez arriver vite fait à cette expression ici. Donc le potentiel, ce sera E0 du couple Zn de plus 0,03 log de Ks, plus 0,06 PKE, parce qu'il y a le OH- que je vais remplacer par H3+. Et donc, vous allez voir E0 des couples Zn-OH. J'ai trouvé E0 du couple Hg plus Hg. La même chose, vous faites la même chose, vous pouvez trouver le couple E0 du couple Zn-OH 2 fois Zn est égal à E0 du couple de départ plus une expression qui dépend du Ks. Donc, le calcul, vous pouvez l'ignorer si vous voulez, mais ce que je vous demande de faire, prendre une feuille, dire que voilà le couple, voilà l'expression de potentiel de Nernst qu'on connaît, et puisque j'ai cette saturation, j'ai cet équilibre de solubilité, je vais remplacer Zn de plus par Ks. Je sais que Ks, c'est Zn de plus fois OH moins au carré. Et donc Zn de plus, ce sera Ks sur OH moins au carré. Et vous allez développer le calcul jusqu'à arriver à cette conclusion qui vous permet de déduire le potentiel du couple Zn-OH 2 fois Zn en fonction du couple Zn de plus Zn. C'est juste un petit calcul. Je vais finir par l'influence du pH. Des fois, vous aurez, on l'a déjà vu, les demi-piles, les électrodes, on avait dit qu'il y a des réactions chimiques d'oxyde de réduction qui dépendent de la concentration de H3O+. Rappelez-vous, quand on vous dit équilibré au milieu acide ou au milieu basique. Et donc, s'ils dépendent des concentrations de H3O+, ils vont dépendre du pH du milieu. Et donc, le potentiel redox, qui mesure le pouvoir oxydant-réducteur d'un couple, peut dépendre de l'acidité de la solution aqueuse dans les deux cas suivants. Si les ions H3O+, ou H- interviennent, le couple MnO4- Mn2+, rappelez-vous, aussi, on a hydrolyse aux précipitations d'occasion. Par exemple, dans le cas des Schnagbel, dans ce cas, on aura une précipitation de ZnOH deux fois. Il va dépendre de OH-. S'il dépend de OH-, il dépendra de H3+, donc il dépendra de pH. Donc, on aura l'influence de pH dans deux cas. Si les ions H3+, OH- interviennent dans la demi-réaction, ou alors si le métal DNA, Zn2+, va dépendre d'une réaction de précipitation qui va faire appel à des ions OH-, par exemple. Je prends l'exemple MnO4- Mn2+, que vous connaissez. Voilà sa réaction, sa demi-réaction. Voilà l'expression de son potentiel. Et donc, vous voyez que dans son potentiel, on a H+ à la puissance 8. Et donc, on va remplacer log de H+ par pH. Donc, si vous développez, vous trouvez que le potentiel E, ce sera E0 moins 0,06 fois 8 sur 5 pH plus 0,06 sur 5 log de MnO4- sur Mn2+. Donc, vous voyez que le potentiel dépend du pH dans ce cas. Et si le potentiel dépend du pH, si je fais une pile, je construis une pile à partir de ce couple, la delta E, la force électromotrice, dépendra aussi du pH. Puisque, rappelez-vous, delta E, c'est une différence entre le potentiel d'une électrode par rapport à une autre électrode. Et donc, si vous avez une électrode dont le potentiel de Nernst dépend du pH, la force électromotrice dépendra également du pH du milieu. Donc, vous voyez que E est égal à E0 moins, donc 0,096, c'est quoi? C'est 0,0 fois 8 divisé par 5. Donc, vous voyez que E est égal à E0, c'est un E0 pH, c'est la potentielle standard, une constante qui dépendra de pH, plus 0,012, il y a 0,0 divisé par 5,
logarithme du rapport des deux couples mis en jeu. Alors, E0 plus A, ce qu'on appelle aussi potentiel standard apparent. Rappelez-vous, tout à l'heure, c'était le potentiel standard apparent de solubilité. Hada, c'est le potentiel standard apparent de pH. Et donc, vous voyez que ce potentiel dépendra du pH. Si vous avez un pH égal à 0, E0', c'est à 1,51 volts. Si vous avez un pH égal à 7, ça deviendra 0,84 volts. Donc, quand le pH augmente, E diminue dans ce cas. On le voit mathématiquement, E, c'est moins 0,086 pH. Donc, si le pH augmente, vous voyez que le potentiel E diminue. Et si le potentiel E diminue, le pouvoir oxydant diminue. Vous voyez qu'est-ce que c'est le pouvoir oxydant? Le pouvoir oxydant, c'est lorsque vous avez un couple qui a un potentiel plus élevé. Un potentiel très élevé vous donnerait un oxydant plus fort. Donc vous voyez, dans ce cas, par exemple, plus le pH augmente, plus ce potentiel diminue, et donc plus le pouvoir oxydant diminue. OK? Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est juste des applications finalement. Hein. Si vous avez compris le pile Daniel, ça, c'est des cas particuliers. Un cas particulier, l'Oulani voit un compartiment où l'effet est précipitation. On aura précipitation, donc les choses vont changer. Et ce cas, c'est lorsque vous avez un compartiment dont le potentiel de Nernst dépendrait du pH du milieu. Et lorsqu'il fait, ces deux cas sont vérifiés. Il y a H3 plus OH- qui intervient dans la réaction, comme ici, ou alors s'il y a précipitation d'un hydroxyde, comme ce qu'on avait tout à l'heure. C'est tout. Une question potentielle? C'est bon? On peut continuer? Oui, monsieur. Bien, on va arriver à une chose que vous avez déjà vue, je pense, TP. Vous avez fait le dosage de MnO4- effet de plus. Et donc, on va parler brièvement des titrages d'oxydoréduction. Alors, ce titrage d'oxydation, c'est lorsque, au fait, le titrage, c'est une réaction, qu'est-ce que c'est ici? Le titrage, c'est une réaction support à une réaction d'oxydation. Les titrages d'oxydation sont des réactions rapides. Rappelez-vous, si vous vous rappelez de TP, chaque fois que la goutte de MnO4- qui est violette tombe dans la solution qui contient des ions Fe2+, il disparaît rapidement, donc ce sont des réactions rapides. Des réactions totales, il va s'arrêter lorsqu'il n'y a plus de réactif. Par exemple, vous êtes en train de doser Fe2+ par MnO4-, chaque fois que MnO4- tombe, il va réagir totalement, mais lorsqu'il n'y aura plus de Fe2+, lorsque le réactif a disparu Fe2+, la réaction va s'arrêter. Et c'est une réaction spécifique. Spécifique, le réactif titrant, MnO4-, ne doit réagir qu'avec l'espèce attirée, Fe2+. Même que vous ne pouvez pas avoir un MnO4- qui va réagir avec Fe2+ et autre chose. À chaque réducteur, je lui envoie un oxydant spécifique pour ne pas avoir un chevauchement dans les réactions. Et l'équivalence peut être séparée par un changement de couleur du milieu réactionnel ou d'un indicateur coloré ou par variation brutale d'une grandeur mesurée. On peut mesurer le pH, la conductivité, autre chose. D'accord? Comme pour le pH métrie. Alors, on prend un exemple que vous connaissez. Lorsqu'on fait un titrage d'une solution Fe2+, Fe2+, par une solution de MnO4-, voilà les potentiels de deux couples. Alors, la réaction spontanée qui se fait, on l'a déjà vu, c'est MnO4- plus 8H+, plus 5Fe2+, donnerait 5Fe3+, plus Mn2+, jusqu'à H2O. Donc, vous voyez que MnO4-, c'est l'oxydant le plus fort, va réagir avec le réducteur le plus fort pour donner une réaction totale, pour donner l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus faible. MnO4- a une coloration violette, Mn2+, il est incolore, Fe2+, et Fe3+ sont incolores. Donc, vous voyez que la solution bidone sans MnO4-, il n'a pas de couleur. Chaque fois que vous versez une goutte de MnO4-, donc c'est une coloration violette, et elle disparaît automatiquement grâce à cette réaction totale. Jusqu'à arriver à l'équivalence, comment on va reconnaître l'équivalence? C'est lorsque une goutte de MnO4- va tomber et personne ne va l'attraper. Il n'y a plus de Fe2+, qui va réagir avec. Et donc, on dira qu'on est arrivé à l'équivalence. Et à l'équivalence, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on écrit? NOx, VOx égale à NRED, VRED. D'accord? C'est-à-dire, dans notre cas, N de MnO4-, V MnO4- est égal à NFE2+, VFE2+. Alors, rappelez-vous le passage de normalité de concentration. Il y a ce chiffre P. Vous voyez que le couple MnO4- Mn2+,
il y a 5 électrons qui sont mis en jeu, donc je multiplie par 5. Et le couple Fe2+, Fe3+, il n'y a qu'un seul électron, donc je multiplie par 1. Et donc vous aurez 5 CMnO4- VMnO4- est égal à CF2+, VF2+. Et je peux déduire la concentration de l'espèce Fe2+, que je suis en train de titrer grâce à la connaissance de la concentration de MnO4- que j'ai utilisé, le volume à l'équivalence, VMnO4- et VF2+, c'est le volume de la prise d'essai que j'ai prise pour faire le dosage. Vous allez avoir une partie aussi, TD, le troisième exercice, je me rappelle très bien, qui va utiliser le titrage, la façon de faire pour déduire les concentrations des espèces. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? C'est bon? C'est clair, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Alors, un exercice, on va le faire vite fait. Je pense que c'est le dernier slide, je pense. On aura fini par la suite. Voilà. On veut doser une solution d'oxygéné. Vous savez ce que c'est l'oxygéné? On l'utilise beaucoup pour le cosmétique. D'accord? Donc, on va prendre 10 ml de cette solution d'oxygéné. Donc, le volume, on va prendre dans un bécher avec un peu d'acide sulfurique. Alors, acide sulfurique, ça veut dire quoi? Il y a un des réactifs qui va demander un milieu acide pour qu'il réagisse. On verse du permanganate de potassium, donc le couple Mn4-, et on connaît que le couple Mn4- ne réagit que lorsque le milieu est acide. C'est pour ça donc, expérimentalement, on ajoute un petit peu d'acide sulfurique. La solution oxydante MnO4-, on connaît sa concentration, 0,02 mol par litre, et on vous dit la couleur violette persiste à partir d'un volume versé égal à 19,06 ml. Le mot la couleur violette persiste à partir d'un volume. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire, par exemple? Le volume d'équilibre. C'est le volume Voilà. d'équivalent. Très bien. C'est le volume à l'équivalence. Le volume à l'équivalence, c'est VO égale à 19,6 ml. Parce que c'est le volume qui correspond au moment où MnO4- ne réagit plus, il n'y a plus de Fe2+, il n'y a plus, pardon, de réducteur. Donc, on est arrivé au point d'équivalence. Alors, on vous demande de créer la réaction. Alors, le MnO4-, vous connaissez sa réaction, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons dans le Mn2+. Et l'oxygéné, vous pouvez trouver le couple CH2O2O2, et vous pouvez l'équilibrer en milieu acide aussi, d'accord, en faisant parler les degrés d'oxydation. H2O2, vous avez l'oxygène à -2, au O2, vous avez l'oxygène 0. Donc, entre -2 et 0, vous avez 2 électrons, et vous faites l'équilibre avec 2H+. Et donc, vous voyez qu'on fait la réaction d'équilibre, je dois multiplier ici par 2, et ici par 5, comme ça, j'aurai la réaction globale, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire la réaction du dosage, finalement. Lorsque la couleur persiste, les ions MnO4- sont en excès, donc on est arrivé au point d'équivalent, donc ce VO 19,6 ml, c'est le volume à l'équivalence. Alors l'équivalence, c'est clair, qu'est-ce qu'on écrit? La quantité de l'oxydant versé est égale à la quantité de réducteur qui était déjà présente dès le départ. Et donc on écrit NOx, VOx est égal à NRED, VRED, c'est NMNO4- VMNO4- est égal à NH2O2, VNH2O2. Et dans ce cas, je vais passer la normalité de la molarité grâce à quoi? Grâce au nombre d'électrons échangés. Vous voyez que MnO4- échange 5 électrons, donc la normalité, c'est 5 fois la concentration. Et H2O2, ils échangent 2 électrons, donc la normalité de H2O2, c'est 2 fois la concentration. Et donc, j'ai l'équation, ici, je peux déduire à quoi est égal C de H2O2, connaissant la concentration de MnO4- liée à 0,02 mol par litre, le volume à l'équivalence, le volume de H2O2 que j'ai prise, ok, c'était 10 millilitres. Alors attention, il y a beaucoup d'étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, ouais, le volume, on va dire 10 de H2O2, c'est le volume de l'acide. Non, je cherche, ici, c'est le volume de H2O2. Même si je rajoute de l'eau, je rajoute autre chose, non, ce qui m'intéresse, c'est le volume de H2O2. Et ça, c'est le volume de MnO4-. La calorie des additifs, je ne les prends pas dans le volume de l'oxydant de réducteur. Donc, faites attention à ça. Même si on vous dit, voilà, on a pris 10 millilitres, on a ajouté 5 millilitres d'acide sulfurique, on a ajouté 20 millilitres d'eau, par exemple, de l'eau, par exemple,
ce qui vous intéressera, c'est le volume dial H2O2. Voilà qui j'utilise dans la réaction et dans la relation de calcul dial la concentration. C'est clair la remarque? Faites attention à ça. Voilà, j'aurais fini le chapitre oxydoréduction. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe au dernier chapitre? Donc, la semaine, la série, je pense que les profs sont arrivés, l'exercice est la dernière. Ok. Donc, je vous ai envoyé ce matin, Yak, le dernier chapitre. Vous l'avez reçu, c'est bon? Vous me répondez? Oui, monsieur, c'est bon, on a reçu. Vous avez reçu le cours. Donc, on va faire ce qu'on appelle la cinétique. On va faire quelques notions de cinétique chimique. Achète le mot cinétique. Qu'est-ce que ça dit pour vous, la mot cinétique? C'est quoi la cinétique? Le mot cinétique, qu'est-ce que ça... On parle de la vitesse. Voilà. La cinétique, c'est la vitesse. Vous avez fait l'énergie cinétique. Un demi-v carré, c'est la vitesse. Et donc, jusqu'à maintenant, rappelez-vous, ce qu'on a vu en cours, c'est juste des réactions, car des constantes d'équilibre, des delta H, delta G. Mais on a vu les réactions chimiques, mais on n'a jamais discuté est-ce que ces réactions chimiques sont rapides, lentes ou... vous pouvez avoir une réaction faisable, mais la vitesse est tellement lente, tellement très lente, qu'on a l'impression qu'elle est une réaction impossible. Et donc, je vais parler des notions de chimique. Vous aurez un cours détaillé en S3 ou la S4, je ne me rappelle pas, de la cinétique. C'est une grandeur très importante. Comme un exemple, quand vous faites la biologie, quand vous avez un réactif, un vaccin par exemple, un vaccin, si la vitesse de réaction de ce vaccin sur le corps est très, 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 très lente, on ne va pas avoir l'effet. Et donc, la vitesse de n'importe quel réactif dans une réaction chimique, la vitesse est une grandeur primordiale. Donc, je vais essayer de ce cours de vous donner quelques définitions, quelques trucs, juste des notions. À la SS, vous aurez plus de détails dans l'avenir de votre parcours universitaire. Alors, la cinétique chimique, c'est quoi? Alors, c'est l'étude des vitesses des réactions et des facteurs qui influencent sur celle-ci. Il y a des facteurs qui vont influencer la cinétique, la vitesse des réactions. Elle s'intéresse à l'évolution au cours du temps d'une réaction. Donc, on va introduire la notion du temps. Regardez, jusqu'à maintenant, la potentielle, la pH, on n'a jamais parlé du temps comme paramètre. Et ici, on va commencer à parler du temps. Alors, vous avez des réactifs, vous avez des produits. Donc, vous allez voir qu'on va essayer de distinguer des choses. On va distinguer la vitesse. Les réactifs, qu'est-ce qu'ils vont faire au cours d'une réaction? Ils vont disparaître. Donc, on va avoir une vitesse de disparition des réactifs. Et les produits, ils apparaissent. On va avoir une vitesse d'apparition des produits. Donc, on va avoir deux vitesses. Les réactifs, on va parler de leur vitesse de disparition. Et les produits, on va parler de leur vitesse d'apparition. Bien sûr, les deux vitesses sont proportionnelles. La vitesse avec laquelle disparaît un réactif devrait être égale, plus ou moins, à la vitesse d'apparition d'un produit. Et donc, la vitesse de formation d'un quotient de chimique A est égale à la dérivée par rapport au temps de sa quantité de matière. Rappelez-vous, quand vous faites de la mécanique, ou la mécanique, par exemple, classique, la vitesse, c'est la dérivée de dx sur dt. La vitesse, la dérivée de la distance par le temps. Donc, on va faire la même chose. Les réactions chimiques, la vitesse, ce sera une dérivée de la quantité de matière, en général nombre de moles, par rapport au temps. D'accord? Sa vitesse de disparition de ce camp A et l'opposé de sa vitesse de formation. Si vous avez, dans un sens, vous avez une vitesse
d'un réactif, dans l'autre sens, il deviendra une vitesse d'apparition, de formation de ce réactif. On verra ça plus tard. Et donc, vous voyez que la vitesse de formation de A, c'est d log d de n de A sur dt. Et la disparition de A, par exemple, sera moins d de na sur dt. Alors, pourquoi le signe moins? Si c'est une formation, je vais former un composé A. Un d de na qui va être positif ou la négative? Positif. Je suis en train de former le composé A. Donc, le nombre de moles de A va commencer à croître. Donc, d de na est positif. Et comme la vitesse est une grandeur positive, vous ne pouvez pas avoir une vitesse négative. On compte d de na sur dt. Par contre, si A est en train de disparaître, au départ, vous avez n0, et à un temps t, vous aurez n' inférieur à n0. Ce d de na, il est négatif. Et donc, je suis obligé de rajouter un signe moins pour avoir un truc positif. Donc, la vitesse de formation d de na sur dt et la vitesse de disparition, je suis obligé de rajouter un moins pour avoir une grandeur positive. Ces vitesses sont algébriques et sont définies quels que soient les rôles tenus par le constituant, soit réactif, soit produit. Si A est un produit de la réaction, donc vitesse de formation supérieure à 0, et vitesse de disparition est inférieure à 0. Et inversement, si A est un réactif, sa vitesse de disparition est supérieure à 0, et sa vitesse de formation est inférieure à 0. Est-ce qu'il y a une question? Sur le partage, maintenant, c'est... Ne marche pas le partage? Est-ce que vous voyez ma présentation? Non, maintenant ça marche. Il y avait juste un décalage entre votre son et l'écran. D'abord, c'est bon, vous y êtes, vous êtes Oui, à unité. Vous voyez mon point? Oui. Vous le voyez, le pointeur, Oui. Donc, l'unité, vous le voyez, d de na, c'est mol, et dt, c'est seconde, donc c'est mol par seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse de disparition. On verra que ça va évoluer. Maintenant, on va voir la vitesse de réaction. Là, c'est une vitesse de disparition ou d'apparition d'un seul constituant de la réaction. Maintenant, on va parler d'une vitesse d'une réaction qui est composée de plusieurs composés. Si vous avez A plus B, donc C plus D, la première partie, on a défini la vitesse d'un constituant, d'un corps. Ici, on va parler de la vitesse de la réaction, qui dépendra bien sûr de la vitesse d'elle, les constituants. Par définition, la vitesse d'une réaction est la dérivée par rapport au temps de l'avancement de la réaction. On l'appelle d de xi sur dt, l'avancement de la réaction. Et vous avez une réaction chimique et qui évolue au cours du temps. Et bien, la variation de l'avancement de la réaction par rapport au temps vous donnera la vitesse de la réaction. On va évoluer ça plus tard. On prendra un cas particulier. Imaginez que vous avez une réaction AA plus BB qui donnerait CC plus DD. Avec ça, c'est les réactifs et ceux-là sont les produits. Et on va voir la relation entre la vitesse de réaction et la vitesse de formation d'un corps. Le tableau d'avancement, vous connaissez ce que c'est. Je prends par exemple A, à T0, j'ai N, à T1, j'aurai N moins N1, à T2, j'aurai N moins N2 au radien, jusqu'à N infini. Le composé C, lui, au départ, j'avais 0. Et à T1, j'aurai N1, à T2, j'aurai N2, etc. etc. D'accord? Alors, l'évolution de concentration de A et C ne sont pas les mêmes au cours du temps. Vous voyez qu'au cours du temps, si je prends le nombre de moles par rapport au temps, au cours du temps, C, la concentration d'elle augmente, mais A, sa concentration diminue. OK? Donc, on aura disparition progressive de A, c'est un réactif, et on aura formation progressive de C, qui est un produit. Et c'est ça la réaction chimique. Au cours de la réaction, progressivement, on aura disparition de A et disparition de C. Donc, vous voyez que les courbes, ils ont tendance à un moment donné suivre une asymptote. L'asymptote, c'est lorsque j'arriverai à l'équilibre. Lorsque j'arriverai à l'équilibre, j'aurai plus un déplacement, la vitesse deviendra nulle. Mais au départ, on a des vitesses de disparition de A et d'apparition de C. Maintenant, la vitesse moyenne de formation de C. La vitesse moyenne, rappelez-vous, vous faites ça pour la mécanique. Quand vous avez, je ne sais pas moi, un corps qui passe d'une position A à une position B, vous pouvez calculer la vitesse moyenne. Qu'est-ce qu'on faisait? Par exemple, la vitesse moyenne entre T1 et T2, ce sera N2 moins N1 sur T2 moins T1, la vitesse moyenne. Et la vitesse instantanée, c'est V égale à D2N sur DT, ça s'appelle le composé C, par exemple. Le composé C, regardez, ce sera Dn sur dt. Dn, c'est la variation du nombre de moles.
c'est 1 sur C, le coefficient stoichiométrique petit c, d de c sur dt. À l'âge de notre coefficient stoichiométrique, regardez. Parce que supposez que vous avez 1, ici b est égal à 2, petit c est égal à 3, et petit d est égal à 4. La vitesse de disparition de A n'est pas la même que la vitesse de disparition de B. Parce que lorsque une mole de A disparaît, il y a 2 moles de B qui vont disparaître en même temps. Et le B, il va disparaître avec une vitesse double de A. Et donc, pour ne pas avoir un problème, ce qu'on fait, on divise par le coefficient stoichiométrique. Yani, la vitesse de A, disparition de A, ce sera 1 demi de la vitesse de B, disparition de B. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour la vitesse, on va définir à chaque fois la vitesse instantanée en divisant par le coefficient stoichiométrique de chaque composé. D'accord? Et ce qui va m'arriver, comment définir la vitesse de disparition? Les vitesses VA, vous avez une réaction AA plus BB qui donne le CC qui donne DD. Les vitesses VA, VB, VC, VD sont différentes car A, B, C peuvent être différents. Donc, vitesse de A, c'est moins D de A sur dt. Vitesse de B, c'est moins D de B sur dt. Vitesse de C, c'est plus D de C sur dt. LH, ce sont des produits. Ou A, A, B sont des réactifs. Donc, c'est signe moins. Donc, vitesse de A, c'est la vitesse de disparition de A. VB, c'est la vitesse de disparition de B. VC, c'est la vitesse d'apparition, de formation de C, donc c'est plus. Et VD, c'est la vitesse de formation d'IL, le D. Donc, vous voyez que le VC et VD sont les vitesses de formation, sont positifs, et VA sont positifs. Pour qu'ils soient positifs, je dois ajouter ce signe moins. Et donc, c'est les vitesses de chaque réactif. Maintenant, si vous voulez avoir une vitesse de réaction, la vitesse V de la réaction est donnée par la variation des concentrations de A, B, C, D en fonction du temps. Mais, rappelez-vous, pour qu'il soit égal, il faut qu'à chaque fois, je divise par le stoichiométrique respectif. Yani, la vitesse de la réaction, c'est la vitesse de A divisée par le coefficient stoichiométrique A. C'est la vitesse de B divisée par la vitesse de coefficient stoichiométrique B. Et la vitesse de C divisée par C, la vitesse de D par D. Comme ça, j'aurai la même vitesse. Je ne sais pas si vous comprenez la remarque. VA n'est pas égal à VB. Parce que supposez que A est égal à 1, B égale à 2, la vitesse de disparition de A n'est pas égale à la vitesse de disparition de B. Ok, si vous divisez par A la vitesse de A et divisez par B la vitesse de B, vous aurez des choses qui sont égales. Et dans ce cas, on va définir, est-ce que je vous demanderai de retenir, que la vitesse d'une réaction chimique, n'importe laquelle, V indice T, c'est moins 1 sur A d de A sur dt, moins 1 sur B dB sur dt, lâche moins parce que ce sont des réactifs, donc c'est une vitesse de disparition des réactifs, et ils sont tous égaux à plus 1 sur C d de C sur dt, plus 1 sur D de dt sur dt. D'accord? Et la vitesse maintenant s'exprime en mol par litre par seconde. C'est une concentration par seconde. Et la vitesse de réaction est toujours positive. Et donc, je vous demande de retenir, quand vous avez une réaction, c'est l'expression, c'est là que vous devez retenir. C'est bon, vous me suivez les slides et vous comprenez ce que j'ai raconté ici? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Bien, on continue. Exemple, je prends un exemple. Donnez l'expression de la vitesse de réaction suivante. C de H4, c'est l'acétylène, plus 3O2, donnerait 2 CO2 plus 2 H2O. Alors, la vitesse de réaction est définie par les 4 constituants de la réaction suivante. Donc, vous voyez que la vitesse, c'est moins D de C de H4 sur dt. C'est une vitesse de disparition à un coefficient stoichiométrique égal à 1. C'est moins 1 tiers de D de O2 sur dt. C'est égal à plus 1 demi de D sur O2 sur dt. C'est égal à plus 1 demi de H2O sur dt. D'accord? Et donc, on est sûr que les vitesses de disparition C de H4 et les vitesses d'apparition divisées par 3, divisées par 2 sont égales. Parce que j'ai divisé à chaque fois par le coefficient stoichiométrique. Quels sont les facteurs qui déterminent la vitesse de la réaction? Les paramètres qui agissent sur la vitesse de révolution d'un système chimique sont appelés les facteurs cinétiques. Les facteurs qui permettent de changer la vitesse d'une réaction chimique. Oui?
Oui, Est-ce que l'eau a une vitesse de réaction? oui, oui, oui. C'est pas les constantes d'équilibre. Ici, c'est les vitesses. H2O, il faut le comprendre comme réactif ici, comme produit de réaction. Vous comprenez? Oui, monsieur. Ça n'a rien à voir avec les constantes d'équilibre, les KC, KP, etc. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, parmi les facteurs qui définissent ou qui agissent sur la cinétique chimique, premièrement, la température. C'est normal. En général, plus vous chauffez un réacteur, plus la vitesse est élevée. Donc, la température est un facteur qui influence les réactions. On verra plus tard comment. Une élévation de température accélère habituellement les réactions. La concentration ou la pression partielle des réactifs. Si vous changez les concentrations, la pression partielle des réactifs, une réaction devient plus rapide en général ou la plus importante. Donc ça, les concentrations des espèces initiales. Le contact entre les réactifs. Quand vous voulez avoir une réaction chimique, et pour que C2H4 réagisse avec O2, il faut que les molécules s'approchent et un contact physique, bientôt. D'accord? Il faut qu'il y ait un contact physique pour que la réaction marche. Vous ne pouvez pas avoir une réaction si O2 est loin de C2H4. Et donc, le contact entre les réactifs est très important pour avoir une vitesse de réaction. Si les réactifs ne sont pas miscibles, je n'ai miscible, vous savez ce que c'est miscible? Miscible, ils se mélangent. L'eau et l'alcool sont des réactifs. Miscible, quand vous mélangez l'eau et l'alcool, on ne voit plus les phases. Par contre, quand vous mélangez l'eau et l'huile, par exemple, l'huile, vous voyez qu'ils ne vont jamais se mélanger. Ce sont deux liquides qui ne sont pas miscibles. Donc, quand vous avez des réactions qui ne sont pas miscibles, la vitesse de la réaction dépendra de leur posé de contact. Donc, pour avoir une meilleure réaction, il faut que les réactifs soient miscibles. S'ils ne sont pas miscibles, c'est très difficile d'avoir une réaction chimique. Et donc, la vitesse dépend de la façon de contact des réactifs. Et puis après, le catalyseur. Des fois, je ne sais pas, catalyser quelqu'un, c'est augmenter sa vitesse. Des fois, on a des réactions chimiques, par exemple celle-là, C2H4 plus 2H3O2. On va rajouter un composé qu'on appelle catalyseur, d'accord? Qui ne participe pas à la réaction chimique, mais c'est juste un produit qui permet d'accélérer la réaction chimique. Il va catalyser la réaction chimique pour augmenter la vitesse. D'accord? Donc, ce sont les quatre facteurs généraux, les quatre facteurs généraux qui permettent d'influencer la vitesse de la réaction. Vous écrivez que la connaissance de ces facteurs cinétiques pour une réaction donnée permet, en les optimisant ou au contraire de les ralentir. Je peux ralentir une réaction, ou là je peux l'optimiser, ou je peux l'accélérer comme je veux en réagissant sur ces quatre facteurs. Donc, retenez quatre facteurs: la température, la concentration et la pression des espèces réactives, le contact entre les réactifs et l'utilisation ou pas d'un catalyseur. Alors, influence de la concentration des réactifs. L'étude expérimentale de la vitesse d'une réaction permet de déterminer s'il existe une relation simple liant la vitesse et les concentrations des réactions. Notre relation apparaît lors de la réaction. Donc, on va voir par la suite. Là, on a défini l'expression différentielle de la vitesse. Vous allez voir par la suite qu'on peut définir aussi la vitesse en fonction des concentrations des espèces chimiques et non pas de la dérivée de leur concentration également. C'est ce qu'on appelle la loi de vitesse. Alors, la loi de vitesse relie la vitesse d'une réaction aux concentrations des réactifs. Et on va voir une expression de vitesse proportionnelle à la concentration directe des réactifs. Une constante de proportionnalité, ce qu'on appelle la constante de vitesse. Pour une réaction impliquant deux réactifs, par exemple, A et B. A, B donnerait le produit. Alors, les mesures expérimentales ont montré que la vitesse de la réaction est proportionnelle au produit des concentrations des réactifs. Par exemple, l'expression générale vitesse est égale à une constante K, qu'on appellera constante de vitesse, fois la concentration de A à la puissance M, fois la concentration de B à la puissance N. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de vitesse. Les lois de vitesse dépendent de la réaction. Chaque réaction a une loi de vitesse. Il n'y a pas une loi générale pour toutes les réactions. Chaque réaction, il y a une loi de vitesse. Ce K, je dis, on l'a appelé constante de vitesse de la réaction, qui dépend de la température. Donc, rappelez-vous ce que j'ai fait ici. J'ai dit que
les facteurs qui influencent la vitesse et la température, c'est grâce à cette constante. C'est la constante de vitesse qui dépend de la température. M, petit m, on appelle ordre partiel par rapport à A. Parce qu'on l'appelle par définition l'ordre partiel par rapport à A. Petit n, ce sera l'ordre partiel par rapport à B. Et la somme m plus n, on appelle ça ordre global. Sans E, bien sûr. Vous comprenez, donc par définition, chaque réaction chimique, il y a une loi de vitesse, V égale à K, A à la puissance M, B à la puissance N. Okay. Des fois, ce M et N sont égaux à A et B, mais ce n'est pas obligé, ça dépendra des réactions chimiques. Petit m, on l'appelle ordre partiel par rapport à A. Petit n, ordre par rapport à B. K, c'est la constante de vitesse. Et la somme M plus N, on appelle ça ordre global. Alors, c'est ça la remarque. M et N n'ont aucun lien avec le coefficient stoichiométrique. En général, il y a beaucoup de cas qui sont égaux, mais ce n'est pas obligé. Ils ne peuvent être déterminés que de façon expérimentale. Donc, pas de lien entre les coefficients stoichiométriques et les ordres partiels. M n'a pas علاقة كبيرة ب A, N, B, ولكن des fois, c'est égal. Mais ما كاينش حتى واحد كيحتم كيقول لنا, il nous dit que c'est obligé qu'il soit égal. D'accord? Donc, on a vu deux expressions de la vitesse. La première expression, l'effet a des dérivés par rapport au temps. C'est une proportionnalité directe avec les concentrations. Est-ce que c'est clair ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant? Parce qu'après, on fera beaucoup de dérivés, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur? Oui. Monsieur, les ordres partiels, on va les voir comme des données dans l'exercice. D'accord. Non. Je vais vous montrer comment on les détermine. On va les déterminer mathématiquement des fois expérimentalement. D'accord? Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Bien. Par exemple, cette réaction, je vous donnerai quelques exemples, 2NO plus O2 donnerait 2NO2. Donc, Naya, c'est un cas particulier. Regardez la vitesse, c'est KNO au carré, O à la puissance 1. Donc, Naya, c'est un cas particulier où les ordres 2, on a 1, sont égales au coefficient stoichiométrique. Mais c'est une coïncidence. La réaction admet un ordre global égal à 3. Là, je passe que 3 parce que vous avez 2 plus 1 est égal à 3. L'ordre partiel par rapport à NO, O2, ou l'ordre partiel par rapport à O, c'est 1. Vous avez une réaction, par exemple, celle-là, 2NO plus 2H2 donnerait H2O plus N2. Donc, vous voyez que la vitesse, la loi de vitesse, V égale à KNO au carré, fois H2 à la puissance 1. Donc, vous voyez que ici, j'ai 1, alors que le puissance stoichiométrique, c'est 2. Donc, 2, c'est l'ordre partiel par rapport à NO. 1, c'est l'ordre partiel par rapport à H2. Et l'ordre global, c'est 3. Vous voyez une réaction, regardez, c'est une réaction très compliquée. H2 plus BR2 donnerait 2H2. Regardez l'expression de la vitesse, c'est H2 BR2 3,5 sur K' BR2 plus. Donc ça, c'est très compliqué. On va voir ce type de réaction. On ne va pas les voir cette année. C'est trop compliqué. Et cette réaction n'a pas d'ordre. Donc vous voyez pourquoi il n'a pas d'ordre? Parce qu'il n'obéit pas à l'expression générale. Il y a V égale à K à la puissance M, B à la puissance M. C'est une expression, l'effet a un rapport. Et donc, on ne peut pas définir un ordre de cette réaction. Donc, ça, c'est des exemples pour montrer que, attention, chaque réaction chimique, il y aura une loi de vitesse. Hein, il n'y a pas un truc général pour toutes les réactions chimiques. Alors, comment on va déterminer la loi de vitesse? Et comment on va déterminer les ordres partiels quand vous avez deux réactifs, par exemple, un seul réactif? Il y a une première méthode, ce qu'on appelle la méthode de vitesse initiale. Qu'est-ce que c'est cette méthode? C'est la méthode de vitesse initiale relative qui permet de déterminer l'ordre de la réaction par rapport à chacun des réactifs. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer les vitesses initiales pour une même réaction en faisant varier la concentration initiale d'un seul réactif à la fois. Ok, c'est-à-dire on va avoir deux réactifs par exemple, on va faire deux expériences de vitesse initiale, T0, et on va essayer de calculer le coefficient, les ordres partiels. Alors, je vous donnerai ça, mais après, vous comprendrez par la suite. Si on double la concentration d'un réactif,
la réaction est d'ordre 0 si on n'observe aucun effet sur la vitesse. Regardez, si vous avez une vitesse égale à K d'un réactif A à la puissance 0, elle est d'ordre 0. Si vous doublez la vitesse, K A à la puissance 0 est égal toujours à 1. Donc, si vous doublez la vitesse et la concentration d'un réactif et la vitesse, la réaction est d'ordre 0, on n'observe aucun effet sur la vitesse. Si on a un ordre 1, la vitesse double. Si on a un ordre 2, la vitesse quadruple. Si on a un ordre 3, la vitesse augmente d'un facteur 3. Alors, je vais vous montrer comment on fait, vous allez comprendre, c'est mathématique. Lorsqu'on connaît l'ordre de la réaction de chacun des réactifs, il est possible de calculer la constante de vitesse. On va prendre un cas concret. Regardez, soit la réaction 2NO plus Cl2 donnerait 2NoCl gaz. D'accord? Pour calculer les ordres partiels par rapport à chacun des réactifs, on fait les trois expériences suivantes. On va faire des expériences de vitesse initiale. On va calculer la vitesse initiale. Regardez ce qu'on va faire. On va faire une expérience 1. Qu'est-ce que vous allez faire? On va prendre le réactif NO. On va prendre la concentration initiale 0,0125 et Cl2 0,0255. On a calculé la vitesse initiale égale 2,27 10-5 avec des ordres P et Q. On les a appelés P et Q. L'expérience 2, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez. J'ai gardé la concentration initiale de NO constante et j'ai doublé la concentration de Cl2. La vitesse a changé. Donc, entre l'expérience 1 et l'expérience 2, j'ai gardé la concentration initiale de NO constante et j'ai doublé celle de Cl2. Voilà la nouvelle vitesse. Dans l'expérience 3, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé, par rapport à l'expérience 1, la vitesse, la concentration initiale de Cl2 constante et j'ai doublé celle de NO. Et voilà la nouvelle vitesse. Donc ça, ce sont des expériences. Vous allez voir qu'à partir de ces expériences, je vais calculer les P et Q, les ordres partiels d'IN de la réaction chimique. Alors comment on va faire? Entre les expériences 1 et 3, la concentration de NO a doublé. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, 1 et 3. Alors que Cl2 reste constante. Si on appelle P l'ordre partiel par rapport à NO, comme ici, et Q celui de Cl2. Donc la vitesse, c'est KNO à la puissance P, Cl2 à la puissance Q. Dans l'expérience 1, vitesse initiale 1, j'appellerai ça vitesse initiale 1, est égale à K, NOP initiale, Cl2Q initiale. Expérience 3, la même chose, V initiale 3, c'est KNO initiale. P, les P et Q ne bougent pas. Cl2Q à la puissance Q. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis prime ici. Hein, je ne sais pas si vous voyez le prime. L'expérience 3, j'ai doublé NO. Donc je vais remplacer NO prime par 2NO de l'expérience 1. Par contre, Cl2, j'ai gardé Cl2 puisque entre l'expérience 1 et l'expérience 3, Cl2 restait constant, donc j'ai remplacé Cl2' par Cl2. C'est mathématique. Et donc, si vous faites le rapport de la vitesse 3 sur la vitesse 1, l'expression de la vitesse 3 sur la vitesse 1, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez déjà atteint la vitesse. 3 sur 1, c'est 9,08 10-5 divisé par 2,27 10-5. Mais ici, vous avez K qui va se simplifier, vous aurez Cl2 qui va se simplifier, vous aurez que 2 à la puissance P fois NO à la puissance P, on a NO à la puissance P. Il y a une expression derrière 2 à la puissance P. D'accord? Si vous faites ce rapport, vous trouverez 4. Donc 2 à la puissance P égale à 4, ça veut dire que P égale à 2. Donc vous voyez qu'en faisant 3 expériences, en calculant la vitesse initiale, j'ai pu déduire l'ordre P par rapport à NO est égal à 2. Vous comprenez ce qu'on a fait? Quelqu'un n'a pas compris? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris la méthode de vitesse initiale? Monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je rappelle qu'on est en train de déterminer la loi de vitesse. On est en train de vouloir comprendre comment on calcule les ordres partiels des réactifs. Hein, c'est ça la loi de vitesse. La loi de vitesse, c'est celle-là. Comment faire pour calculer P et Q? Ce qu'on va faire,
3 expériences. On va prendre une expérience, on a pris les concentrations initiales. La loi de vitesse, elle est applicable à n'importe quel moment de la réaction, à T0 comme à un temps supérieur à T0. Elle est à T initial ou à un temps supérieur à T initial. Ce que je vais faire, je vais l'appliquer à T initial. Donc, je fais 3 expériences indépendantes. Ce n'est pas, vous devez comprendre, c'est une réaction à T1, T2, T3. Non, ce sont 3 expériences qui ont été faites à T0. Et j'ai calculé la vitesse initiale à chaque fois. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais prendre l'expérience 1, je vais calculer la vitesse initiale. J'appellerai ça 1. C'est K, NO à la puissance P, CL à la puissance Q. Je mets initiale pour dire que c'est la vitesse initiale. La vitesse initiale est de 27, 10-5, l'expérience 1. Je prends l'expérience 3, V initiale encore, l'expression reste valable, je vais faire K, NO prime, je l'ai appelé prime, initiale, CL2 prime, initiale, toujours à la puissance P, à la puissance Q. Sauf que les concentrations initiales, je ne les ai pas prises comme ça. Je les ai prises proportionnelles aux concentrations initiales. NO, la concentration NO initiale, c'est le double de l'expérience 3. C'est le double de la concentration initiale de l'expérience 1. On a 0,0125, on a 0,0250. Alors que CL2, j'ai gardé la même concentration initiale. Donc, ce que j'ai fait, j'ai remplacé NO initial de l'expérience 3 en fonction de NO initial de l'expérience 1. Donc, vous voyez que NO prime de l'expérience 3, c'est le double de celui de NO initial de l'expérience 1. Où CL2, la concentration CL2 de l'expérience 3 est égale à celui de l'expérience 1. Donc, j'ai trouvé CL2 prime, concentration CL2 prime, est égale à CL2 de l'expérience 1. Est-ce que vous avez compris ça? J'ai donné l'expression de la vitesse de l'expérience 1 ou l'expérience 3 en fonction des concentrations initiales de chaque expérience. Et j'ai remplacé s'il y a une proportionnalité, j'ai remplacé par exemple NO de l'expérience 3 par NO de l'expérience 1, ou CL de l'expérience 3 par CL de l'expérience 1. C'est tout ce que j'ai fait mathématiquement. Est-ce que vous avez compris ça? L'expression algébrique. Oui, monsieur. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le rapport entre la vitesse initiale 3 et la vitesse initiale 1. Si vous faites ce rapport, atteignez l'expression vitesse 3 sur vitesse, puisque on vous a donné les vitesses. Donc, vitesse 3 sur vitesse 1, c'est 9,08, 10-5, 2,27, 10-5, c'est 4. Mais si vous faites le rapport de cette expression ici, de l'expérience 3, et l'expérience 1, vous voyez que K, je simplifie par K, NO, ça va simplifier avec NO, CL2, la seule chose qui reste, c'est ce 2 à la puissance P. Et donc, j'aurai 2 à la puissance P est égal à 4. Et donc, j'aurai P égal à 2. Donc, l'ordre partiel par rapport à NO égale à 2. Vous comprenez? Maintenant, à votre avis, comment je vais faire pour calculer l'ordre Q? On va faire la vitesse 2 sur la vitesse 1. Très bien. Il y a un 9 bin 1 ou 2. Ce qui m'a arrangé, c'est pourquoi c'était facile, parce que le 1,3, après CL2 restait constant. Je pouvais simplifier. Donc, pour chercher l'ordre par rapport à CL2, Q, je dois chercher dans mes expériences qui vont garder NO constant. C'est l'expérience 1 et 2. Donc, vous voyez qu'entre l'expérience 1 et l'expérience 2, la concentration de NO restait constante 0,125. Par contre, celle de CL2 a doublé. Et donc, je vais faire la même chose. C'est ici. Donc, de même, entre l'expression 1 et 2, la concentration de NO est restée constante. Donc, ça m'arrange. Je vais simplifier avec. Et celle de CL2 a doublé. Et donc, en faisant la même chose, le rapport, je vais trouver que vitesse 2 sur vitesse 1, je vais remplacer 4,55 de 27, c'est 2. On va se prendre 2 à la puissance Q. Vous faites la même chose qu'ici. Et donc, 2 à la puissance Q est égal à 2, ça veut dire que Q est égal à 1. Et donc, vous voyez que j'ai pu, conclusion, j'ai trouvé l'ordre partiel par rapport à CL2, l'ordre par rapport à NO, et donc l'ordre par rapport à NO ou à 2, tout à l'heure, ou à P. Celui de CL2, c'est 1, et donc l'ordre global, c'est 3, c'est-à-dire 2 plus 1. Et donc, la loi de vitesse, vous voyez que c'est K, NO au carré, CL2 à la puissance 1. Lorsqu'on connaît l'ordre des réactions de chaque interactif, il devient possible de calculer la constante de vitesse par la suite. Donc voilà, ça c'est une façon de faire.
C'est une méthode qu'on appelle la méthode de vitesse initiale. On vous donne quelques expériences, on vous donne les vitesses initiales, on vous donne les concentrations initiales, et on va sûrement, entre deux expériences, garder un constant et changer un autre, et ça vous permet de déduire la vitesse, ou l'ordre de réaction par rapport à un réactif. C'est clair cette méthode? Ok, je peux avancer? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, Oui. monsieur, on peut faire, on peut s'intéresser juste à faire, par exemple, le nombre de fois qu'il était multiplié à la puissance de l'ordre de réaction, de l'ordre du rapport, l'ordre de ce réactif, et faire la calcul en se basant sur la vitesse, les vitesses initiales, sans faire le calcul des concentrations et Là, des vitesses. la vitesse, cette vitesse est égale à cette concentration à la puissance P ou cette concentration à la puissance Q. J'ai deux inconnus ici. D'accord? Si vous faites, Oui. on est celle-là, c'est celle-là à la puissance P et celle-là à la puissance Q. Avec K. Donc, vous voyez que Hadi est resté constant. Je peux simplifier en faisant le rapport, puisque Hadi à la puissance P ou Hadi à la puissance P, ou Hadi à la puissance Q, je peux faire le rapport. Je trouverai dès que 2 à la puissance Q. Mathématiquement, si vous faites bon en maths, la vitesse, c'est quoi? C'est égal à 0,0125 à la puissance P fois 0,250 à la puissance Q. On atteint 0,0125 à la puissance P fois 16 à la puissance Q. Donc, vous faites, c'est un système de 3 équations avec 2 inconnues, finalement. Si on veut parler mathématiques. C'est pour ça qu'on vous a dit ici, si vous avez un ordre 1, la vitesse double. Si on double la concentration, par exemple ici on a doublé la concentration d'IL, la concentration d'IL CL2, d'accord, de là à là, la vitesse a doublé. D'accord? Pour revenir à les remarques les cons. Si vous faites ça, c'est juste mathématique. Mais ce que je vous demande de retenir, à la loi de vitesse, je vais l'appliquer aux concentrations initiales et à la vitesse initiale. Je vais avoir un système d'équations. C'est tout, un système d'équations. Et je vais les seuls inconnus des moi P ou Q. Ça, ce qu'on a fait ici, c'est un rapport, mais c'est mathématique, c'est mathématiquement simple, puisque K reste constante. Après, je remplace chaque concentration en fonction d'autres concentrations et je vais trouver à quoi est égal P, à quoi est égal Q sans aucun problème. C'est juste mathématique, si vous comprenez le principe. D'accord. Monsieur, Oui, vas-y. Je t'entends plus. ce ordre partiel est toujours un nombre entier. En général. D'accord. En général, il est entier. On va à la deuxième façon de déterminer les lois de vitesse. Les lois de vitesse, il y en a avec les ordres. Et vous allez voir, on va faire beaucoup de mathématiques. Donc, la première méthode qu'on vient de voir, c'est la méthode de vitesse initiale, mais il y a une méthode d'intégration de lois de vitesse. D'accord? Alors, comment on va faire? On va prendre un cas très simple avec un ordre, réaction d'ordre 1, par exemple. Vous avez une réaction A qui va donner un produit. Et on va supposer que l'ordre roi 1. Un A, puisqu'il s'agit d'un seul réactif, l'ordre partiel ou l'ordre global. L'ordre partiel ou 1, puisqu'il y a un seul, l'ordre global, c'est 1. Dans la réaction d'ordre 1, la vitesse de réaction est proportionnelle à la concentration. Donc, vous avez V, il y a moins D2A sur DT. Moins D2A sur DT, avec un message qui est 1 sur 1, puisque 1 puissance stoichiométrique est égal à K fois A à la puissance 1. Et là, c'est parce que j'ai supposé que j'ai un ordre de 1. Donc, V, c'est moins D2A sur DT, c'est K à la puissance A. Donc, ce que je vais faire, je vais intégrer, je vais faire moins D2A sur A est égal à K fois DT. Donc, je vais avoir D2A sur A et moins K sur DT. Et je vais intégrer entre la concentration initiale A0 et la concentration à l'instant TA. Et T, c'est entre T0 égale à 0 et l'instant T égal à T. Comprenez? Donc, si j'ai un ordre 1, j'ai une équation mathématique, j'intègre, et K est une constante, je vais la sortir, donc j'aurai 0 à T dt. L'intégrale de dA sur dA, c'est log de A.
Donc, j'aurai log de A moins log de A0 est égal à moins kt, ou log de A sur A0 est égal à moins kt. Donc, log de A est égal à log de A0 moins kt. Donc, si vous avez une équation d'ordre 1, vous aurez la fonction log de A en fonction de t est une droite. La fonction mathématique log de A en fonction de la température est une droite décroissante. Elle est parce que j'ai un signe moins ici. Donc, c'est normal, plus le temps passe, plus la concentration de A diminue, plus le log de A diminue. Et donc, expérimentalement, on reconnaît ces réactions en traçant la courbe log de A en fonction de t, qui est une droite. La pente, c'est moins k. Et à t0, j'ai log de A est égal à log de A0. D'accord? Donc, vous voyez que mathématiquement, je peux vous donner une série d'expériences. Si vous tracez la courbe log de A en fonction de t, et vous trouvez une droite décroissante, vous pouvez déduire que la réaction est d'ordre 1. Vous comprenez? Si je vous donne une expérience avec la concentration de A à différents temps 0, 1 seconde, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, la concentration de A, si vous tracez log de A en fonction du temps, si ça vous donne une droite, vous pouvez conclure que l'ordre par rapport à A, c'est égal à 1. D'accord? Si vous avez un ordre 0, vous pouvez avoir un ordre 0 d'un réactif. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Supposez que vous avez une loi de vitesse telle que la vitesse est indépendante de la concentration des réactifs. Donc, la vitesse est toujours moins d de A sur dt est égale à K à la puissance 0. K à la puissance 0, c'est 1, ça vous donnerait K. Donc, vous aurez moins dA sur dt, c'est K, et d de A, c'est moins K dt. Vous intégrez encore une fois d de A entre A0 et A, c'est la concentration initiale, et ça, c'est la concentration à l'instant t. Est égal à t moins kt, donc ce sera moins kt dt, donc A moins A0 moins kt, donc j'aurai A est égal à 0 moins kt. Donc, vous voyez que cette fois, si vous avez l'ordre c'est 0, c'est la fonction A en fonction de t, et non pas log de A. A en fonction de t est une droite, dont la pente c'est moins k, et l'origine c'est A0. Donc, vous voyez que si je vous donne une expérience, comme un tableau, fait temps ou fait concentration, temps 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Les concentrations, 1 mol par litre, 2 mol, etc., etc. Vous tracez la courbe A en fonction de T. Si ça vous donne une droite, vous déduisez, conclure que l'ordre par rapport à A ou à 0. Si ça ne vous donne pas, vous vérifiez log de A en fonction de T. Si ça vous donne une droite, c'est l'ordre 1. Sinon, on va voir, c'est en ordre 2 par exemple. Si je prends l'ordre 2, je vais finir avec ça. L'ordre 2, soit la réaction tenue A, qui donne des produits. La loi de vitesse, c'est ça, moins d de A sur dt, moins k est égal à k à la puissance 2. D'accord? Puisque j'ai supposé que c'est l'ordre 2. Donc, si on sépare les variables, vous retenez l'intégrale d'éléments A0 correspondant à t égale à 0 et A correspondant à l'instant t, de d de A sur A carré est égal à moins k fois dt. Avec l'intégrale de dx sur x carré au moins 1 sur x, vous le savez. Donc, vous aurez A de l'intégrale, vous aurez 1 sur A0, moins 1 sur t est égal à moins kt. Donc, vous aurez A, 1 sur A, la constante à n'importe quel instant t, est égale à 1 sur A à l'instant 0, plus k fois t. Et donc, cette fois, si vous tracez la courbe 1 sur A en fonction de t, vous trouverez une droite croissante dont la pente c'est k. Donc, vous voyez que l'évolution de la concentration en fonction du temps dépend de l'ordre. Si vous avez un ordre 0, c'est la droite concentration A en fonction de t. Si vous avez un ordre 1, ce sera une droite log de A en fonction de t. Et si vous avez un ordre 2 d'un réactif, c'est 1 sur A en fonction de t qui est une droite. Donc vous voyez que ça, c'est mathématique, c'est purement mathématique, et on aura l'occasion de vous montrer comment faire pour calculer cet ordre. Donc vous voyez qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui de la cinétique, on a vu le cas comment calculer les ordres partiels en partant de vitesse initiale. Là, c'est une deuxième méthode, c'est une méthode par intégration qui permet de remonter à la haute vitesse, mais qui va permettre de vous remonter aux ordres en traçant les courbes qui sont adéquates. Est-ce que c'est clair pour essayer de clore le cours d'aujourd'hui? Est-ce que c'est OK? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon? Il nous reste donc une
dernière séance qu'on va faire la semaine prochaine. Pour finir ce cours, il n'y a plus grand-chose. Et puis après, finir le cours, l'examen, ce sera la semaine d'après, je pense. La semaine d'après, c'est là. D'accord, donc si vous n'avez plus de questions, je vous dis au revoir. Et puis après, à très bientôt. Merci, monsieur.